Eh bien bonjour Marvin, bienvenue ici à Koh Samui. Là on tourne, c'est une façon un peu particulière de tourner parce qu'on est sous la pluie. Alors on est abrité bien entendu, mais autour de nous c'est de la pluie. Vous voyez la mer, mais on a un bel orage. On s'est dit on l'a fait quand même parce que l'atmosphère est un peu électrique. Et on s'est dit ça va donner des résultats un peu différents et inattendus. Est-ce que tu peux te présenter? Merci, c'est clair que bon, en ce moment on a quelques pluies comme ça assez abondantes. Mais bon, ça casse les illusions de la Thaïlande où il fait tout le temps beau aussi. Hein. Voilà, juste rappeler que ça existe la pluie. Donc effectivement, je m'appelle Marvin, j'ai 30 ans et puis je suis entrepreneur et investisseur, notamment dans l'immobilier. Et également auteur de trois livres dont celui-ci et conférencier. Okay. Et donc j'aide essentiellement les entrepreneurs et les investisseurs expatriés qui ont de l'ambition à décupler leur chiffre d'affaires. Donc souvent c'est des personnes qui ont déjà 5 à 6 chiffres, okay, qui veulent aller bien au-delà. Et donc voilà qui j'aide aujourd'hui et ce que je fais. Super. Écoute, en tout cas merci d'être là, ça c'est cool. Moi je suis content d'avoir quelqu'un comme toi ici. Outre le fait que tu sois co-investisseur avec nous sur des opérations aussi en Thaïlande, ton parcours et le fait que tu aies cette double casquette de former justement et d'inspirer, voire de faire progresser des entrepreneurs, des investisseurs, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu toi-même de ton parcours d'entrepreneur et d'investisseur? Oui, donc plus largement, c'est sûr que je suis plus entrepreneur aujourd'hui qu'investisseur, parce que l'investisseur c'est plus récent. Mais donc tout démarre pour moi. Allez, on va remonter à la racine du truc. Hein. Je fais mes études de kiné. Donc à l'époque, je vais avoir 19 ans. Donc je viens de passer une année de médecine aussi. Okay. Donc première année de médecine qui est super hard, que tout le monde connaît. Je réussis du premier coup, j'arrive en école de kiné, je fais 4 ans en école de kiné, parce qu'en fait je redouble une année, où j'apprends énormément justement quand je redouble cette année. Et je suis déjà pour moi dans l'état d'esprit d'un entrepreneur sans le savoir. Okay. C'est pour ça que je reprends ces points-là. C'est que en fait j'envisage déjà le plan après la kiné, c'est-à-dire je me dis je vais pas rester kiné, je veux aller plus loin et je vais faire quoi. Okay. Donc je réfléchis à l'ostéopathie, à d'autres méthodes, mais je suis encore loin du côté coaching et du côté de me dire je peux travailler où je veux, quand je veux. Et le tournant il va se faire en 2019, où je pars en Thaïlande, et un mois avant déjà, tu vois, je commence à avoir un emploi du temps pour un kiné qui se met à mi-temps. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin d'appeler les gens pour dire je mets à mi-temps, j'ai des annulations, okay, j'ai des gens qui décommandent, tout ça, et je me dis c'est bizarre, moi je suis moins passionné aussi par ce que je fais. Ça tombe bien, mon planning se réduit de lui-même. J'ai le temps de réfléchir et donc je sais que le voyage en Thaïlande approche et je pressens avant de partir qu'il va se passer quelque chose d'énorme. Et donc à l'époque, je pars en sac à dos avec un ami à moi qui s'appelle Henri. Et pour lui aussi, c'était la première fois en Thaïlande. Première fois en sac à dos comme ça, un peu à l'aventure. Et donc je pars 3 semaines à l'époque. Et là, il se passe un gros boom. Ici, je tombe amoureux du pays. Enfin, tu vois, je me dis comment ça se fait que je suis pas venu plus tôt. Et je pressens que le retour va être compliqué. Que ce que j'avais envisagé à la base, c'est-à-dire de retourner avec de l'énergie dans mon métier de kiné, tout ça, n'allait plus être possible. Donc quand je reviens, il y a le truc de bon, je vais y retourner parce que je sais pas comment je me jauge, etc. Mais on va voir. Donc au bout d'une semaine et demie, dans la kiné, je reprends, je suis toujours à mi-temps et je me dis putain, je m'emmerde quoi. Je m'emmerde, tu vois, faut que je change de ce que je fais. Et en plus de ça, j'ai de moins en moins d'énergie à le faire. Tu vois, genre le matin, c'est les pieds de plomb pour y aller et tout. Je suis oula, ça sent vraiment pas bon cette affaire. Et donc je vais voir un médecin homéopathe, qui me dit je pense que le contre-coup de la Thaïlande, là, c'est un peu dur. Et si je vous mettais une petite semaine et demie d'arrêt, histoire que vous fassiez carrément autre chose. J'ai dit allez, on y va. Et j'ai dit par contre, je sais pas si une semaine et demie ça va suffire. Parce que là, j'ai l'impression qu'il se passe autre chose. Donc je reviens une semaine et demie après. Je lui dis non, ça va toujours pas et je ne souhaite pas reprendre ce métier-là. Est-ce qu'on peut mettre plus? Je peux vous mettre 3 mois. Je dis ok, 3 mois, très bien. Il se trouve que moi, le cabinet où j'étais locataire. Donc ça veut dire qu'il y avait un préavis de 3 mois pour le quitter. Mon frère à l'époque cherchait à retrouver un autre cabinet en tant que kiné, parce qu'il était kiné aussi. Il me dit le cabinet où je me trouve, franchement c'est la merde, j'aime pas du tout. J'aimerais bien être où tu es
J'ai dit, moi ça tombe bien, je veux plus être là. Donc si tu veux, tu peux peut-être le reprendre. Donc finalement, j'ai délégué ma patientèle donc, à mon frère qui a repris le cabinet pendant 3 mois. Et moi, j'ai pu faire ma transition plus sereinement, c'est-à-dire aller faire ce que j'avais envie de faire. Carrément autre chose. Donc, j'ai été faire de la sculpture sur bois, j'ai été faire plein de choses artistiques, vraiment artistiques. Tourner des vidéos aussi, par moi-même sans les publier. Et en fait, la transition s'est faite petit à petit, c'est-à-dire que j'ai été amené vers l'entrepreneuriat et le coaching. Fin d'année 2019, je reviens en Thaïlande avec quelqu'un que tu as vu ici, avec Romain. Ok. Donc Romain Benani, qui est créateur de Food Changing, qui en fait était en France à ce moment-là. Il me dit, en fait, je sens que tu aurais besoin de te relancer, d'avoir un autre projet. Et peut-être que en fait, ça ne te convenait pas d'être kiné, mais un truc à ton compte, oui. Un truc qui est vraiment toi, au-delà de la kiné. J'ai dit oui, complètement, mais quoi? Il dit, si tu viens en Thaïlande avec le coaching qu'on va faire, ça risque de passer à un autre niveau. Ce qui a été vrai, puisque j'ai vécu 2 semaines dans une villa dans le nord de la Thaïlande, il me semble, nord-est. Et donc j'avais coaching tous les jours. J'étais aussi formé en neurosciences, un petit peu au coaching et un tout petit peu aussi à la naturopathie. Et donc quand je suis revenu de ce voyage-là, par contre, donc le deuxième c'était novembre 2019, tu vois. Donc le premier c'était en mars avec mon sac à dos. Le deuxième en novembre, je reviens et là je lance Exploring Creativity. Donc je le lance à Vannes, en Bretagne. Et en gros j'ai plein d'idées. Je foisonne d'idées, j'ai des grandes visions, je vois mon entreprise sur 10, 20 ans, 30 ans, tu vois. Et puis après je suis confronté à la réalité. Mais bon, tu vas peut-être me poser des questions par rapport à ça. Donc en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est un chemin effectivement un peu parsemé d'embûches. Et l'élément clé, c'est le voyage en Thaïlande en 2019. Alors, par rapport à ça, moi je dirais que je connais aucun entrepreneur qui te dise moi j'ai eu un cheminement très simple, très net, il n'y a pas eu d'embûches, j'ai fait un petit business plan, puis après je l'ai appliqué, puis après je suis devenu riche ou j'ai arrêté de travailler. Ça n'existe pas. Il y a toujours des cassures, il y a toujours des volte-face, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font faillite 1 ou 2 sociétés avant de vraiment percer. Parce que tout ça, c'est un apprentissage. Et vraiment, l'échec, pour ça, est très formateur. De se prendre des fois des roustes dans sa propre activité, si on ne fait pas faillite, c'est formateur. Mais en tout cas, les parcours linéaires, c'est très très rare. C'est pas du tout la majorité. C'est plutôt des parcours chaotiques. Je deviens entrepreneur, ça marche pas, je redeviens salarié, etc. Et dans ton cas, donc tu es aujourd'hui entrepreneur et investisseur. Ici on est en Thaïlande, donc j'ai bien compris que la Thaïlande c'était vraiment pour toi un moteur de transformation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es revenu en Thaïlande et notamment investir? Là, on parle de pratico-pratique, d'investissement. Qu'est-ce qui aujourd'hui, outre le fait que tu aimes bien le pays, qu'est-ce qui t'a fait dire j'ai envie d'investir dans ce pays-là? Alors, ce qui a fait que j'ai voulu investir dans ce pays-là, c'est que j'ai suivi plusieurs formations en ligne dans l'immobilier, dont une de toi, une petite formation gratuite, tu sais. J'avais suivi Christopher Wangen, d'autres personnes avant. Et je me suis dit, c'est bien beau, mais aller faire toutes les démarches en France, je le sens pas. Ça va me casser les bonbons, tu vois, d'une force. Alors que moi, je sais que j'ai pas envie de vivre en France, tu vois. Donc le premier élément, c'est de me dire en fait j'ai pas envie de faire ça en France parce que la France m'inspire pas. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la fiscalité. Quand je me suis intéressé au projet qu'il pouvait y avoir ici, et notamment avec toi, on n'est pas sur le même pourcentage à l'année que sur la France, où moi j'ai vu plus du 8 à 10% à tout casser, la plupart du temps. 12% grand maximum de chez grand maximum, tu vois. Et on parle en brut, Ouais, on parle en brut, ouais, effectivement. Et je me suis dit, ok, c'est bien, c'est déjà très bien, tu vois, je renie pas ça. Mais je me dis, c'est marrant parce que je suis tombé sur une vidéo de Christopher Wangen avec un gars de Bali, où il explique que le gars gagne 20 000 par mois, 20 000 euros par mois, et ils font des rentabilités, tu vois, de 12. Je me suis dit, il y a un truc, quoi. Et puis donc je tombe sur ta formation où tu dis certaines choses très intéressantes sur l'achat-revente et l'investissement locatif. Donc 2 méthodes que j'avais vues de manière séparée avec d'autres interlocuteurs. Et je me suis dit, attends, il couple les deux et il arrive à faire des rentas à ce niveau-là, ça m'intéresse. Donc voilà ce qui m'a amené vraiment à ça, pour te répondre à ta question.
Ah, effectivement, ouais. Pour rappel, moi j'ai une vision un peu différente de l'achat-revente et de l'investissement locatif. Pour beaucoup de gens, c'est deux choses qui sont distinctes, ce sont deux activités différentes. Alors que moi, je viens du monde de l'investissement immobilier professionnel. D'accord. Ma carrière de salarié, c'était d'investir de manière professionnelle. Et pour moi, c'est le même cheminement. C'est-à-dire qu'on trouve des biens, décotés ou pas, on les met en valeur ou pas, donc ça veut dire qu'on augmente la rentabilité, etc. On les achète, on fait des travaux ou pas, et c'est qu'à la fin où on décide de le revendre ou de le mettre en location. Et moi, dans mon activité, ça a toujours été on met en location pour pouvoir revendre derrière. Donc pour moi, il n'y a absolument pas de cassure entre locatif et achat-revente. Et à titre personnel, les deux se marient très très bien. Pourquoi ça se marie bien? Parce que plus on a des rentes locatives et plus on peut acheter des projets d'achat-revente, et plus on fait du capital grâce à l'achat-revente, et plus on peut se permettre d'acheter en locatif. Donc pour moi, vraiment à titre personnel, là je ne parle pas de manière pro, mais c'est vraiment quasiment indispensable. Parce que de toute façon, quand on fait que du locatif, on arrive à un plafond de verre un jour, et on est obligé d'arbitrer, donc de revendre des biens pour pouvoir passer des caps. Donc moi j'ai envie de vous dire, pour ceux qui débutent, ou même pour ceux qui sont intermédiaires, voire avancés, faites du locatif et de l'achat-revente en même temps, en parallèle. En plus, ce sont des manières différentes de financer, parfois des banques différentes. Donc c'est vraiment très intéressant pour aller vite dans son parcours d'investisseur. C'est bien, écoute, très intéressant. Tu nous as parlé un petit peu de ton livre que tu as écrit. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Moi, ça m'intéresse. Non mais j'adore ce que tu... je peux rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire sur le côté achat-revente, moi si tu veux, et investissement locatif. Ce que j'avais vu avec d'autres interlocuteurs avant toi, c'est que justement il y en a souvent qui vendaient soit que l'achat-revente c'était la panacée, soit que l'investissement locatif c'était la panacée. Alors je me suis dit, ouais c'est bien beau tout ça, mais on finit par se mélanger les pinceaux, tu vois. On est ok, c'est quoi le vrai du faux, va falloir aller voir sur le terrain, tu vois. Et je me suis dit, donc David parle des deux, il arrive à me dire que les deux sont à concilier sur une même opération. Alors là je me suis dit, ok, il y a un truc, parce que quand tu fais de l'achat-revente, tu as une grosse somme qui va tomber à la fin avec la plus-value d'un coup, mais du coup, t'as pas vraiment pendant ce temps-là, tu n'as pas de retour sur investissement locatif. Donc effectivement, le fait de coupler les deux fait que tu as du cash flow qui rentre et à la fin, tu récupères en plus une plus-value. Donc on va dire que tu as une double sécurité quelque part par rapport à la prise de risque aussi. Donc je voulais rebondir là-dessus. Tu veux rajouter quelque chose? Non, et puis alors effectivement, et tu vois que la première opération qu'on fait ici en Thaïlande, c'est exactement ça. Ouais. C'est à la fois une opération locative et d'achat-revente. Parce que moi j'ai toujours fait ça dans ma carrière. C'est-à-dire que quand tu es professionnel et que tu as l'habitude d'acheter, ce que je travaille pour des milliardaires, des tours d'immeubles ou des ensembles immobiliers, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes un ensemble immobilier, tu vas améliorer l'état locatif, donc les rentrées d'argent, donc tu vas faire du locatif, tu vas rajouter des surfaces, tu vas négocier les baux pour qu'ils soient plus hauts, tu vas soit surélever, soit construire à côté en plus, donc tu vas mettre en valeur, et c'est parce que tu as une augmentation du rendement que ça donne une valeur meilleure. C'est-à-dire qu'entre un immeuble qui a 10% de rendement et un immeuble qui a 15% de rendement, l'immeuble qui a 15% de rendement, il a une plus haute valeur. D'accord? Et donc moi j'ai toujours travaillé comme ça. À la revente, bien sûr, sur le marché professionnel. Donc en tant qu'investisseur particulier, vous devez avoir cette idée en tête. C'est comme un business. Un business, quand on a plus de rentrées d'argent, on donne aussi plus de valeur à l'entreprise. Forcément. C'est un multiple, soit du chiffre d'affaires, soit du bénéfice qui est réalisé. Donc c'est pas que c'est pas incompatible les deux, c'est que c'est indissociable. Quand on fait de l'investissement locatif ou l'achat-revente, c'est la même chose. C'est pas deux activités différentes. On essaie toujours d'acheter sous le prix du marché, parce que le vendeur est pressé, parce qu'il y a beaucoup de travaux, parce qu'on achète aux enchères par exemple, et on met en valeur. Comment est-ce qu'on met en valeur? Je le répète rapidement. On rajoute de la surface, ou alors on change le mode de location, ou alors on règle un problème juridique, mais on met en valeur le bien. Et quand on couple les deux, acheter moins cher plus mise en valeur, c'est là qu'on fait soit des grosses plus-values, soit des gros rendements. Donc, on parlait un peu de ton livre. Non mais excellent. Enfin voilà, je trouve que j'en apprends toujours avec toi. De toute façon, voilà, ça pourrait durer des heures évidemment, mais on va réduire et écourter tout ça. Donc oui, le livre, je l'ai sorti début 2022. Il est tout frais quand même. Ça fait que 1 an. C'est un livre donc avec un titre particulier. Je sais pas si ça va parler à ta communauté d'entrée de jeu, mais pourquoi pas. Explore ta conscience. Pourquoi je me suis dit ça? Moi, parce que je suis un explorateur.
Et que la conscience pour moi c'est... alors c'est un mot qui est vague, tu vois. Je vais pas paraître non plus trop perché ou allumé là-dessus. Juste quand on a conscience de ce qu'on fait et qu'on a conscience de ce qu'on dit, de ce qu'on est, notre vie elle change quand même globalement. Et moi j'aimais explorer genre les tréfonds de ce que je suis, de ce que je pense de la vie, donc comprendre mes croyances, comprendre comment je fonctionne, comment les autres humains fonctionnent. Et ce livre permet ça, c'est-à-dire d'aller faire une vraie introspection sur soi. Et en plus de ça, il est écrit de manière assez fun, parce que ça raconte aussi le voyage que j'ai fait en Thaïlande en sac à dos, avec Henri, où en fait on a eu des flopées de coïncidences, si tu veux, qu'on appelle aussi des synchronicités. On s'est dit mais c'est pas possible qu'on nous amène là, et que ce soit si limpide, si fluide, tu vois. D'ailleurs un peu comme notre rencontre aussi, ça a été très fluide aussi. Et donc en fait ça raconte ça donne aussi des méthodes de guérison que moi j'ai pu expérimenter, ça parle de choses que j'ai vécues aussi en tant que ex-thérapeute, parce que je suis plus du tout dans la thérapie aujourd'hui, mais tout ce que j'ai pu un peu parcourir par moi-même et ce qui a selon moi marché, notamment les soins énergétiques que je faisais à distance même, tu vois, pendant le Covid. Par exemple, les gens ils disaient mais pourquoi ça marche un soin énergétique que si tu vois pas la personne en face. Je l'explique un peu aussi dedans, avec mon regard. Et voilà, donc ça c'est le suite, comment dire, ce livre-là, ça va être, c'est le début d'une trilogie. Donc, il y a un deuxième livre qui va sortir cette année, il va s'appeler Le Nouveau Toi, je peux déjà le dire. Et voilà, donc c'est en fait un jeu d'aventure où je raconte les choses de manière légère pour que ce soit trop chiant à lire. Et en même temps, c'est parfois technique aussi dans le langage peut-être énergétique, peut-être même on pourrait dire spirituel, tu vois, si on se cherche soi-même, si on cherche à avoir des réponses sur sa vie, sur l'âme aussi, tu vois. Voilà, donc ça effleure pas mal de sujets. Surtout si on est un peu mental et qu'on se dit en fait il n'y a que la matière qui existe, tu vois. Exactement. Et bien ce genre de livre finit par casser les illusions pour rappeler que en fait la matière c'est de la vibration qui est ce sont des particules en vibration, tu vois. C'est expliqué même par des physiciens comme Philippe Guimand, etc. C'est pas moi qui l'invente d'ailleurs, mais d'un point de vue énergétique ça s'explique, c'est que ce sont des particules qui vibrent à une certaine fréquence, à une certaine vitesse. Et nous sommes faits de particules, nous aussi, tu vois. Nous sommes composés d'eau aussi, donc je parle aussi des mémoires cellulaires, de la mémoire de l'eau aussi dans le corps. Donc si vous connaissez l'homéopathie ou ce genre de domaine, ça touche à ça aussi. Et donc c'est un livre de guérison, de voyage, d'aventure et d'introspection, on va dire, pour se poser avec soi-même si on n'a pas envie de faire un voyage à l'étranger, partir dans un centre de yoga pendant 3 semaines à mois, ce genre de choses quoi. Ça marche. Alors moi je trouve ça super intéressant pour plusieurs points en fait. C'est pour ça que tu es là et qu'on discute. Si on devait mettre peut-être ce livre dans une catégorie, on le mettrait pas dans le livre business, mais peut-être plutôt au développement personnel peut-être. Ouais si tu veux, même si c'est pas le mot que j'affectionne le plus. Non mais bien sûr, mais c'est une grande catégorie, hein. Il y a de tout dedans, hein. Des choses sérieuses, moins sérieuses, il y a un peu de tout. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant dans le parcours de Marvin, c'est que les gens qui sont dans le développement personnel d'une manière large, hein, quelle que soit l'approche, hein, eh bien souvent on les oppose aux gens qui sont d'une manière rationnelle investisseurs à regarder des chiffres. Et toi tu es le meilleur exemple de... On peut explorer la conscience, on peut s'intéresser à tout ce qui est phénomène vibratoire, on peut s'intéresser à des choses qui sont pas communs tous les jours, hein. Exactement. Mais en même temps, être un investisseur aguerri, un entrepreneur aguerri, regarder les chiffres, comprendre comment ça se passe, être dans la partie vraiment matérielle, rationnelle, d'accord ? Exactement. Et on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition là-dedans. Moi-même, je parle parfois de philosophie ou d'autres choses, parce que je m'intéresse toujours à ça. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui et pourquoi tu es là ? C'est parce que très souvent j'ai remarqué que quand on commence un parcours d'investisseur ou d'entrepreneur, très souvent, j'ai vu qu'il y a une partie de développement personnel au sens large. Très souvent. Alors parfois c'est parce qu'on se remet en question un petit peu dans notre vie, parfois c'est parce qu'on cherche des méthodes un peu différentes, mais moi c'était le cas, hein. J'ai vu que quand j'ai découvert un petit peu la liberté financière, forcément je suis passé par une phase développement personnel au sens refaire un petit peu son esprit, changer un peu les croyances sur l'argent, et ça je crois que tu vas pouvoir en parler un petit peu, sur la manière d'aborder le monde d'une manière générale. Et d'ailleurs à ce propos, qu'est-ce que tu penses des croyances qu'on peut avoir sur l'argent ?
Merci. C'est un de mes sujets phares parce que je parle souvent d'abondance de manière générale, mais quand je parle d'abondance, ça touche plusieurs sphères, pas que l'argent, la santé également, et bien d'autres sphères. Donc si vous voulez retrouver toutes ces sphères-là, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez tout. Mais donc pour répondre à ta question sur l'argent, alors il y a beaucoup de domaines à explorer. Tu vois, est-ce qu'on va recentrer ta question ou est-ce que je vise large et puis je rétrécis? Ok, je me sens libre, donc allez, on y va. Pour moi, d'une manière assez courte parce que oui, je sais bien pas sûr. combien de temps durait la vidéo. Non, mais je ne comptais pas m'étendre. Et je sais que tous les deux, on est tous les deux bavards. C'est-à-dire que nous, même hors caméra, on peut parler pendant des heures, hein, des heures et des heures et des heures. Ouais. Non, là, c'est juste pour faire un petit point là-dessus, sur ce sujet-là. Tu sais, tu me demandais large ou pas, sur les croyances qu'on peut avoir sur l'argent. T'as raison, j'ai pas le micro. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire sur les croyances qu'on a sur l'argent et en quoi ça peut justement pénaliser parfois ou aider les investisseurs entrepreneurs? Ok, là c'est bien, c'est un peu plus spécialisé ou ciblé ta question. Je te dirais comme ça que en fait, si tu bosses pas sur tes croyances sur l'argent, tu vas toucher des plafonds de verre. Donc c'est-à-dire que tu vas jamais t'autoriser à gagner plus que par exemple 10 000. Puis après tu vas arriver à 100 000 et puis tu vas dire je gagnerai pas plus que 100 000 si tu restes bloqué dans ta tête. Donc tu pourras pas aller plus loin en fait, tout simplement. C'est déjà dans ta vie. Tu pourras pas espérer t'expanser dans ton entreprise, avoir plus si tu bosses pas là-dessus. Et les croyances sur l'argent, il y a plusieurs manières de l'aborder, mais souvent moi j'aime bien aller faire un récap. C'est déjà qu'est-ce que ça t'évoque le mot argent. Tu vois, un truc tout con en neurosciences que je fais, un exercice que moi-même j'ai créé, c'est qu'est-ce que ça t'évoque le mot argent. Alors tu vas me dire un mot spontanément. Et moi je vais te reposer cette question, par exemple, qu'est-ce que ça t'évoque? Jusqu'à trouver la croyance inconsciente que tu as à propos de l'argent ou du pouvoir, parce que bon, souvent pouvoir et argent c'est relié. Et donc on peut avoir des croyances bien pourries par rapport au pouvoir parce qu'on a vu des politiciens qui sont comme ci, comme ça, et on se dit, on associe pouvoir, argent, politicien, et on se dit bah moi j'ai pas envie d'être comme ça parce qu'ils sont véreux et que machin. Donc ça c'est vraiment typiquement ce que je vois et qui peut le plus freiner, c'est-à-dire de penser que si j'ai plus d'argent, je vais devenir imbu de moi-même, que je vais écraser les autres, que je vais, en gros, je vais être une mauvaise personne ou quelqu'un de dégueulasse, tu vois. Alors que je peux très bien être quelqu'un qui, au contraire, contribue davantage, qui élargit même, on pourrait dire, son cœur, enfin, tu vois, sa vie, et qui est même quelqu'un qui donne plus grâce à ça. Donc, ouais, c'est le point essentiel que je vois. Non, c'est bien, en tout cas, c'est super intéressant et je pense même qu'on pourra même refaire une vidéo là-dessus. Ouais. Parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Là, on s'écarte un petit peu de notre sujet qui est aujourd'hui l'investissement. Mais par contre, lié comme ça justement à ce que tu fais toi, je trouve ça hyper intéressant pour les gens qui te suivent, qui sont plutôt, moi je délivre plutôt du contenu technique sur l'investissement et je trouve que c'est très bien de pouvoir s'ouvrir comme ça à d'autres choses qui sont en cohérence, hein, clairement. Si tu devais, pour les gens qui me suivent, donc plutôt dans l'investissement, plutôt l'investissement immobilier, qu'est-ce que tu pourrais dire? On va dire que ça va être un petit peu le mot de la fin, mais comment est-ce que pour toi, va évoluer l'investissement immobilier? Ici en Thaïlande ou de manière générale? Comme tu veux. Bah, moi j'ai la sensation en tout cas, parce que j'aime bien parler de mes ressentis, que la Thaïlande c'est une terre d'expansion. Ouais. Donc j'ai envie de dire que c'est peut-être le bon moment d'investir, donc d'acheter ou de faire l'investissement locatif, voilà, de se greffer avec d'autres investisseurs, etc. sur des projets qui vous parlent bien sûr, qui vous font vibrer un minimum. Donc je pense que c'est une bonne période et peut-être c'est pas la bonne période pour le faire en France. De ce que j'entends en ce moment, ça coince un peu avec les banques, l'immobilier en ce moment, de manière générale. Donc ça dépend où est-ce que vous voulez le faire. Mais je pense que ça va exploser quand même, l'immobilier encore plus à l'avenir. Mais pas forcément en France, de prime abord, et que ça va suivre aussi un peu les courants autour de la crypto-monnaie, de l'or, etc. Parce que j'ai investi aussi là-dedans, moi, tu vois. Et je pense qu'il y a un lien aussi par rapport à tout ça, où quand on voit le Bitcoin qui remonte tranquillement mais sûrement, qui va sûrement exploser, on parle beaucoup de 2024 par rapport à ça. Je pense que ça va suivre un peu ce courant-là, si tu veux, comme ça va exploser à ce niveau-là, beaucoup de personnes vont aller investir encore plus sur l'immobilier, sur d'autres choses. Ouais. Et ça va faire effet boule de neige. Donc moi je vois plutôt de manière positive l'avenir. Tu vois, enfin. Bon, bah, tant mieux. Bon, en tout cas, tu représentes bien justement nos co-investisseurs ici, puisque nous on investit en Thaïlande sur des projets d'achat-revente. Tu fais partie des premiers co-investisseurs.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ça, pour cet éclairage. Et si vous voulez en savoir plus sur le co-investissement en Thaïlande, eh bien, je vais mettre le lien de notre page dans la description de la chaîne. Vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, retrouvez-nous sur Instagram. Moi, c'est David Combe avec 2 tirés du bas entre David et Combe. Et toi, ton Insta? C'est Marvin Duponchel, tout simplement. Ok, Marvin Duponchel, tout simplement. Si vous voulez retrouver Marvin sur Instagram. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo où je vous montrerai un projet en particulier d'achat-revente ici en Thaïlande. A bientôt, merci beaucoup. Ciao, ciao.